En juin 2023, il est possible que la Commission européenne nous propose une nouvelle législation sur les OGM, un nouvel encadrement, et cet encadrement pourrait rendre invisible 80% des OGM. Ça serait vraiment donc un danger pour les consommateurs, pour les paysans, parce qu'on ne saurait plus ce qu'on cultive, on ne saurait plus ce qu'on consomme. On n'aurait donc plus de choix et donc plus de moyens de faire peser sa pensée, sa volonté politique via les achats de semences ou achats dans les magasins. Raconte-moi autrement les OGM, une série d'émissions mensuelles réalisées par Radio Zinzine en partenariat avec InfoGM. Aujourd'hui, c'est quoi et c'est qui InfoGM? Bonjour, je suis donc Christophe Noisette, je suis rédacteur en chef, journaliste pour l'association InfoGM. J'ai participé à la création de cette association en 1999, donc il y a bientôt 24 ans. Cette association était nécessaire parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune information précise et documentée en français sur la question des OGM. Et donc, il a fallu mettre en place cet outil pour aider à avoir un débat un peu plus éclairé, basé sur des informations vérifiées. Moi, je suis Éric Meunier, je suis arrivé en 2002 à InfoGM et je suis un des rédacteurs de l'association. Après, il y a Charlotte. Oui, bonjour. Je suis Charlotte Krenke et je suis l'une des rédactrices à InfoGM sur les aspects juridiques spécifiquement. Ça doit être un grand domaine, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc après, il y a Denis. Oui, bonjour, donc Denis Méchaka, je suis rédacteur à InfoGM sur les aspects propriété intellectuelle, c'est-à-dire les brevets et les certificats d'obtention végétale. Ok, ben tout ça, on va découvrir un peu plus en détail bientôt. Je crois qu'il y a encore Antoine. Bonjour, oui, effectivement, Antoine Vépierre. Je suis à InfoGM depuis 2 ans en tant que secrétaire de rédaction et puis chargé de communication. Très bien, je crois qu'on n'a oublié personne, non? Donc, nous avons eu la présentation de tous mes collègues. Là, je voulais juste signaler qu'il y avait aussi dans l'équipe Karine, qui est à la compta. Nous avons aussi Charlotte, qui s'occupe des subventions, donc dons, etc., tout ce qui permet à l'association de vivre, parce que nous avons besoin de ressources économiques, bien entendu. Hein. Il y a aussi Frédéric Pratt, qui est là depuis très longtemps aussi dans l'association et qui part cette année à la retraite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. Très bien. Alors, Christophe Noisette, donc rédacteur en chef, peut-être tu pourrais donc nous rappeler, donc 99, c'est la fondation de InfoGM, mais il faut dire quand même que, bon, on a des auditeurs, auditrices qui sont très informés sur les OGM, d'autres nettement moins. Donc, peut-être quand même, assez rapidement, mais quand même rappeler qu'est-ce que c'est les OGM et pourquoi, en fait, il y a pas mal de gens, aussi des faucheurs volontaires, la Confédération paysanne, il y a beaucoup de gens qui luttent contre les OGM et pourquoi donc InfoGM a été créé à l'époque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'InfoGM? C'est une association loi 1901, une association indépendante qui gère de l'information sur les OGM. Pourquoi on a créé cette association? C'est qu'en 1999, au début du débat sur les OGM, les premières importations de soja Roundup Ready en venant du Brésil, il y avait très peu d'informations qui circulaient en français et en règle générale, très peu d'informations référencées, sourcées, documentées, précises. Donc, nous avons dit qu'il manque un outil d'information citoyen, un outil qui permettrait aux citoyens de s'approprier ce débat complexe, un débat qui traite de questions juridiques, de questions scientifiques, de questions politiques, philosophiques, éthiques, un débat très, très compliqué. Et donc, nous, on a pris le choix de faire cet outil d'information citoyenne. Donc, pour ça, on a déjà mis en place un site internet, infogm.org. On a aussi créé un journal papier, parce qu'on pense que c'est important de pouvoir avoir accès à cette information-là indépendamment du numérique. Et donc, on a créé le journal InfoGM. On a aussi mis en place des petites brochures, des mini-guides. On a participé à des interviews, à des conférences, des formations, bref, plusieurs outils pour permettre à chacun et à chacune d'avoir accès à cette information-là.
Donc, InfoGem, donc pour faire ce travail-là, pour informer, on rédige des articles et aussi on a des enquêtes un peu longues. On fait un vrai travail de journalisme, un vrai travail qui nous prend beaucoup de temps et donc il nous faut des moyens. Donc, on a toujours des appels à dons, c'est nécessaire pour faire ce travail-là. On est quand même 5 journalistes, pas tous à temps plein, mais bon, sur des thématiques complexes. Donc là, les enquêtes, en ce moment, on a une enquête sur les micro-organismes génétiquement modifiés, où on a une enquête sur le biocontrôle, c'est encore un mot valise qui a été créé par les financiers, par les entreprises, par les gouvernements pour récupérer les pratiques paysannes peu préoccupantes et les mettre sous un terme global, le biocontrôle. On pourra revenir dessus lors d'une prochaine émission. Qu'est-ce que c'est qu'un OGM? Alors un OGM, c'est un sigle qui signifie organisme génétiquement modifié. C'est un organisme, comme le définit la réglementation européenne, c'est un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par combinaison naturelle. Donc un OGM, il y en a de plusieurs sortes. Globalement, pour le grand public, OGM égale plante transgénique, OGM égale maïs et soja tolérant à un herbicide ou produisant un insecticide. Certes, ces deux types d'OGM existent, ils sont largement répandus dans certains pays, comme le Brésil, l'Argentine, le Canada, etc. Mais OGM, ce n'est pas que la transgénèse. La transgénèse, c'est le fait d'apporter un gène d'un organisme dans un autre organisme en franchissant la barrière des espèces. Par exemple, mettre un gène de bactéries dans le maïs pour faire un maïs BT, un maïs insecticide. Ça, c'est de la transgénèse. Mais il y a aussi d'autres façons de faire des OGM, et ce sont les techniques qu'on regroupe sous le terme de mutagénèse. Et actuellement, c'est très important d'avoir cela en tête, parce que la mutagénèse, elle a aussi elle-même plusieurs sous-catégories, et au niveau européen, en ce moment, il y a un grand débat pour savoir quelle mutagénèse est un OGM qu'il faut réglementer, c'est-à-dire évaluer, étiqueter, suivre, et quelle mutagénèse donne des OGM qui peuvent être exemptés des requis de la directive 2018. C'est vraiment le cœur du sujet actuellement, le cœur de la problématique 2023. Si les OGM d'origine mutée sont tous considérés comme exemptés, alors de très nombreux OGM ne seront plus étiquetés, de très nombreux OGM ne seront plus évalués, et ça sera la catastrophe pour les paysans, pour les consommateurs, pour les citoyens. On vivra dans une opacité totale. Donc un OGM, vraiment, c'est un ensemble de techniques, mais dont le matériel génétique a été modifié de façon non naturelle. Ça, c'est important. Donc là, on a parlé beaucoup de plantes, mais les OGM, ça peut être en fait tout être vivant, à l'exception des êtres humains, dit la définition de la directive 2018, on peut en revenir dessus. Ça peut être donc des micro-organismes, ça peut être des animaux, ça peut être des arbres, ça peut être des plantes. Principalement, actuellement, dans les OGM commercialisés, ce sont des plantes. Ce sont du maïs, du soja, du coton et du colza. Ces 4 plantes transgéniques, parce que là, on a une information, il y a aussi des plantes non transgéniques, mutées, mais là, l'information n'est pas accessible, donc on ne peut pas en parler. Si on prend les 4 plantes transgéniques que je viens de nommer, soja, maïs, colza et coton, ça représente 4% des terres agricoles. Dans ces terres agricoles, j'inclus bien entendu les prairies. Et les promoteurs des OGM, eux, qui préfèrent faire grossir ce chiffre, parlent de 12% des terres cultivées. Et donc, ils excluent les prairies. Or, les OGM, notamment le maïs et le soja, servent globalement à nourrir le bétail. Et donc, ce bétail-là pourrait être nourri sur des prairies permanentes et ou semi-permanentes. Et donc, il est important d'inclure l'ensemble des terres agricoles pour comparer vraiment la surface utilisée par les OGM transgéniques. Donc, c'est 4%. Et si on veut vraiment être extrêmement exhaustif, on pourrait dire que les OGM, ça représente à peine 1% des terres utiles à l'alimentation. En effet, parce que nous, on parle de terres agricoles, mais il y a quand même encore un certain nombre de peuples dans le bassin du Congo, en Amazonie, dans d'autres zones comme ça, riches en biodiversité. Il y a encore des gens qui sont chasseurs-cueilleurs et qui se nourrissent de la chasse, de la pêche et de récolte. Et donc, si on inclut l'ensemble des terres qui sont utiles à nourrir le monde, on est entre 1 et 2% pour les OGM. Voilà. Donc, à partir d'un chiffre, et c'est ça la force d'InfoGem, c'est qu'on donne un chiffre, mais on le contextualise, on explicite
pourquoi on dit ce chiffre-là et quels sont les autres chiffres donnés par d'autres personnes. C'est important, la contextualisation, c'est vraiment le point important du travail d'InfoGem, et surtout de chercher le fait au-delà des scories d'opinion, d'avis, de jugement. Il y a des faits, ce fait, on l'insère dans un schéma global, dans une pensée globale, et on a comme ça un fait complexe qui permet vraiment de débattre collectivement. Donc, vous avez divisé votre travail en différents domaines, si je comprends bien, donc des thématiques. Peut-être c'est bien de rappeler votre manière de travailler, en fait, votre fonctionnement. Donc actuellement, quels sont les sujets importants que nous suivons? Donc j'ai dit, là, il y a les fameux nouveaux OGM, ces OGM qui sont produits par d'autres techniques que la transgénèse, et savoir comment ils vont être réglementés dans l'Union européenne et dans le monde. Ça, c'est un sujet important, ces fameux nouveaux OGM. Mais on a écrit dernièrement sur les animaux génétiquement modifiés. On s'intéresse beaucoup aux arbres, parce que ce sont là des outils soi-disant pour lutter contre le changement climatique, alors qu'en fait, raser une forêt centenaire pour faire une plantation d'eucalyptus transgénique, c'est pas du tout pertinent, mais bon, faut instruire ce dossier-là. Donc on a dans l'équipe des spécialistes en biologie, en agronomie, on a des gens qui savent aussi bien le domaine de la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est autour des brevets, c'est important parce que les OGM, ce sont aussi des organismes brevetés. Brevetés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une entreprise et si on veut l'utiliser, il faut payer une licence ou des royalties à cette entreprise. C'est une façon de s'approprier le vivant. Et donc ça aussi, c'est un thème important de notre travail. On a une juriste, etc. Et moi, j'ai des compétences en philosophie, en éthique, etc. Donc on est une équipe pluridisciplinaire, mais ça ne suffit pas. Pour faire un beau travail, un travail pertinent de journalisme, il est toujours important d'avoir un regard extérieur. Et ce regard extérieur, il est fait en partie par ce qu'on appelle le comité de rédaction d'InfoGM. Ce comité de rédaction, il est composé d'un certain nombre de membres, soit du CA. Le CA, c'est l'instance, on va dire, de direction de notre association, mais il y a des gens du CA qui sont dans notre comité de rédaction, mais il y a aussi des personnes extérieures, des personnes ressources, dont les compétences nous permettent d'être de plus en plus fins, d'éviter d'écrire des bêtises, hein, de se tromper, de faire un contresens, etc. Donc, par exemple, on a Jacques Testard, un généticien important, reconnu, qui fait partie de ce comité de rédaction. On a un certain nombre de paysans, etc. Et ça, c'est très important d'avoir ce regard extérieur. Sans cela, souvent, on écrirait peut-être des choses moins précises. Et c'est vraiment important. Et donc, c'est un comité qui se renouvelle régulièrement, des gens qui partent, d'autres gens qui arrivent, etc. Et si vous avez envie de participer aussi à ce projet rédactionnel très important, bah, vous pouvez aussi faire une candidature pour relire nos textes. Voilà. Et après, ça peut être aussi des gens qui n'ont pas forcément de compétences, mais dont le regard extérieur, lui, il sera basé sur est-ce que c'est compréhensible, est-ce que c'est agréable à lire, parce qu'il n'y a pas que les fautes techniques, il y a aussi la lisibilité, la visibilité, la compréhension, tout ça, c'est important. Donc vraiment, merci à tous les membres de ce comité de rédaction qui nous permettent de faire une information vraiment de qualité. D'accord, mais j'imagine que d'abord, c'est des thématiques complexes. Pour nous, c'est très, très compliqué à vraiment comprendre toutes les différentes manières de créer les OGM, etc., etc. Et à part ça, c'est aussi un domaine qui évolue. Donc oui, nous l'avons déjà dit un petit peu au cours de cette émission, OGM, c'est vraiment une histoire, une évolution. Les premiers OGM sont apparus avec la mutagénèse in vivo, c'est-à-dire une mutagénèse pratiquée sur plantes entières, sur graines entières. Après, il y a eu l'apparition des techniques in vitro, les techniques de multiplication de cellules. Et ça s'est fait en laboratoire, ça s'est fait dans des boîtes de pétri. Et donc, il y a eu la transgénèse. Maintenant, il y a la mutagénèse in vitro qui se fait de différentes façons, soit en pulvérisant des agents mutagènes sur des cellules isolées, soit en utilisant des outils moléculaires tels que CRISPR-Cas9, les TALEN, les méganucléases. Donc, en fait, c'est une énorme famille. Hein, la famille des OGM est une énorme famille. Mais là-dedans, l'ensemble de cette famille a un point commun, c'est une façon de modifier de façon non naturelle le vivant
en agissant sur son patrimoine génétique, sur son ADN ou parfois même sur l'ARN, comme avec certains produits actuellement mis en exergue, comme le vaccin contre la Covid, par exemple, qui est un vaccin ARN. Donc, on est vraiment sur un paradigme important. Et pareil, dans cette histoire-là, il est important de rappeler que les OGM s'inscrivent dans une histoire plus globale. Les OGM ne sont pas arrivés dans le commerce, ne sont pas arrivés sur le marché comme ça un jour de façon fortuite. Ce sont un certain nombre d'acteurs qui sont présents à l'œuvre dans ces OGM-là. Et ce sont aussi des agents, ce sont des acteurs qui travaillaient avant dans l'industrie chimique, dans les pesticides. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'actuellement, les OGM transgéniques mis sur le marché, ce sont des OGM pesticides, et notamment les variétés Roundup Ready ou qui tolèrent le glyphosate d'ammonium. Les entreprises vendent l'OGM qui tolère cette molécule et la molécule elle-même. Donc comme ça, ils gagnent sur les deux fronts. C'est important de dire que donc, ça vient du monde de l'agriculture intensive, du monde de l'agriculture chimique. Et il y a eu d'autres étapes au niveau de la semence avant les OGM. Il y avait eu la création des hybrides F1, par exemple. Ce sont déjà des hybrides qui ne sont pas brevetés. Ils ont juste un droit de propriété de COV dessus, mais le paysan qui utilise un F1, un hybride F1, ne peut pas ressemer sa récolte l'année d'après parce qu'elle va dégénérer. Et donc, il est obligé de revenir toujours, tous les ans, racheter sa semence auprès du semencier. Et donc, il y a déjà, depuis les hybrides F1, une sorte de captation du monde du vivant par les semenciers. Et ça s'est développé après avec les brevets, avec la transgénèse. Donc, c'est vraiment, il faut voir les OGM comme un peu la cerise sur le gâteau de l'agriculture intensive. Pourquoi je dis la cerise? Parce qu'en fait, ça leur a permis, dans un premier temps, de façon à très court terme, de pallier un certain nombre d'échecs. Par exemple, les plantes BT, les plantes insecticides, elles sont arrivées parce que les insecticides étaient de moins en moins efficaces et les insectes commençaient à devenir résistants aux molécules chimiques. Et donc, si la plante produisait par elle-même l'insecticide, ça a permis de contourner, dans un premier temps, cette résistance. Malheureusement, les insectes, eux, ont continué d'évoluer, ont continué de muter. Et donc, maintenant, on trouve un certain nombre d'insectes parasites qui sont devenus résistants aux molécules chimiques et aux transgènes, aux molécules produites par les plantes. Donc, on est dans une logique industrielle qui a une centaine d'années, à peu près, 100, 150 ans. Voilà. Et ce qu'il faut aussi encore préciser, c'est que ces OGM-là, ils s'inscrivent aussi dans l'histoire de l'agriculture intensive parce que ce sont des plantes qui ont besoin de béquilles chimiques. Voilà. Ce sont pas des plantes, ce sont des plantes qui sont des clones. Elles sont dans un champ, c'est toutes les mêmes. Donc, ce sont des plantes assez fragiles. Et s'il y a une adversité qui advient, c'est l'ensemble du champ qui est mis à mal, alors que dans des systèmes plus complexes, dans des systèmes paysans, agroécologiques et paysans, avec des variétés de population, on est sur une plus grande complexité, donc une plus grande résilience du champ. Là, dans le cas des OGM, on est sur des variétés, donc, comme j'ai déjà dit, clones, et donc elles fonctionnent avec les béquilles chimiques de l'industrie, et aussi les engrais, bien sûr. Voilà. Je trouve important maintenant de rappeler pourquoi on doit être inquiet ou opposé à ces OGM. Je veux dire, il y a beaucoup de gens dont l'agriculture, disons, assez intensive plutôt, mais une certaine vision du modernisme, de l'avenir de l'agriculture qui disent mais c'est magnifique, ça va permettre à peut-être s'adapter à la sécheresse ou à un changement climatique ou avoir de meilleurs rendements. Et quand même, il y a des conséquences qui sont très négatives et que je pense que c'est, sans entrer peut-être dans les détails, il faudrait quand même les rappeler. Enfin, le danger, par exemple, que peut-être ces organismes, ils sont diffusés plus largement dans la nature et à d'autres plantes. Enfin, je ne sais pas, vous savez mieux comment. Historiquement, les organismes génétiquement modifiés ont posé des soucis ou des interrogations qui ont pu évoluer. Aujourd'hui, la manière que j'ai de voir les choses, le principal souci qu'ils posent, c'est qu'ils permettent d'accroître pour quelques multinationales semencières, les 4 plus grosses, leur mainmise sur le vivant, leur capacité à s'approprier le vivant, parce que le dossier OGM coévolue avec le dossier de la numérisation du vivant, des brevets, et que ça sera expliqué dans les émissions à venir, mais elles sont sur une stratégie où, in fine, c'est leur capacité à s'approprier le vivant par le biais des brevets qui est le plus gros risque. Un risque est tellement identifié par plusieurs acteurs que même certains semenciers aujourd'hui commencent à prendre la parole
pour expliquer que tout le sujet des nouveaux OGM ne devrait pas être le cheval de Troie de la privatisation du vivant. Ça, c'est le semencier Florimond-Després qui a eu cette prise de position publique début février. Donc, on va dire, si on doit hiérarchiser les risques, celui-là, aujourd'hui, c'est celui qui est le plus prégnant. Derrière, évidemment que les organismes génétiquement modifiés au niveau biologique, comme il y a modification génétique du génome d'une manière qui ne se fait pas naturellement, et que ces organismes génétiquement modifiés peuvent se retrouver dans des champs du jour au lendemain sur des surfaces qui ne sont pas celles qui peuvent correspondre à des processus naturels, il y a toute une vigilance à avoir en termes de risques sanitaires. Est-ce qu'il y a des capacités d'être toxiques, à provoquer des allergies? Est-ce que les plantes sont toujours aussi nutritives qu'avant? Théoriquement, il y a toute une batterie d'informations à regarder, de risques sanitaires à regarder. Et évidemment, il y a toute une batterie de risques environnementaux à essayer d'évaluer, c'est-à-dire quels vont être les impacts d'un OGM sur les plantes environnantes, sur les micro-organismes environnants, les animaux environnants à plus ou moins grande échelle. Le problème est que la Commission européenne est engagée sur une dynamique où elle voudrait couper court à cette évaluation des risques pour faciliter leur commercialisation. En termes très très vagues ou très larges plutôt, c'est voilà les trois grandes familles de risques aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rajouter une dépendance des agriculteurs accrue par rapport aux grandes entreprises? Parce que j'entends qu'il y a des organismes génétiquement modifiés qui sont liés à une utilisation de pesticides ou d'intrants, etc. Est-ce que ça, c'est aussi un problème? C'est inhérent à ces organismes, effectivement, les organismes qui sont modifiés pour résister à un herbicide. L'agriculteur, l'agricultrice devra acheter l'herbicide qui souvent est vendu par la même entreprise ou une filiale. Après, je suis pas sûr que déjà la notion de dépendance des agriculteurs ou des agricultrices aux entreprises qui vendent des produits phytosanitaires ou tout ce qui est intrants chimiques n'est pas spécifique aux OGM en tant que tels. C'était déjà le cas avec les hybrides et tous les besoins accrus en engrais azotés, par exemple, pour l'agriculture industrielle, évidemment. Mais clairement, il renforce cette dépendance. Les OGM font aussi partie de ce qu'on appelle l'économie de la promesse. Plusieurs promoteurs des OGM parlent d'une rupture qui va permettre de résoudre à peu près tous les problèmes de l'humanité, hein. Donc des variétés qui s'adapteraient au changement climatique, qui s'adapteraient à des stress hydriques, qui s'adapteraient à des sols salins, qui s'adapteraient à des inondations, etc. On est vraiment dans cette économie de la promesse, mais globalement, en fait, toutes ces variétés OGM qui sont censées pousser sur la Lune et puis dans le désert n'ont jamais vu le jour. Actuellement, encore une fois, je le répète, hein, on a principalement, si c'était exclusivement, des variétés qui sont utiles pour l'agriculture intensive, des variétés qui sont utiles pour des monocultures industrielles parce qu'elles produisent un insecticide, les plantes BT, soit elles tolèrent un herbicide. Quand on tolère un herbicide, ça veut dire qu'en gros, on peut balancer un herbicide sur la plante, tout disparaît sauf la plante qui a été modifiée génétiquement en laboratoire de façon non naturelle pour résister à cet herbicide. Donc on est vraiment très très loin de tout ce qu'on nous raconte. Dans l'économie de la promesse, on a aussi bien sûr la fin dans le monde, hein, mais ça c'est aussi un mirage très clair parce que en fait, les OGM servent à quoi? À nourrir le bétail hors sol. Par exemple, aussi un autre chiffre, aux États-Unis, il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim au quotidien, mais c'est aussi le plus grand pays producteur d'OGM, donc la faim dans le monde et les OGM n'ont qu'un lien, ça c'est très clair. Dans les promesses, c'est aussi créer des variétés, des plantes qui seront plus nutritives, enrichies en vitamine A, enrichies en vitamine E, en zinc, en fer, en tout ce qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on appelle la biofortification. On pourra aussi revenir dessus au cours d'une prochain épisode, si ça vous intéresse. Mais là, encore une fois, ces plantes-là n'existent pas, ou alors à la marge, dans quelques labos, ou dans quelques essais en champ de quelques demi-hectares, etc. Par contre, elle fait fonctionner la bulle financière qui est derrière les OGM. C'est-à-dire que quand on dit demain on rase gratis, il y a toujours un fonds de pension ou une banque publique ou une banque privée qui dit ah ouais c'est génial, enfin on va avoir des solutions hyper efficaces et donc ils mettent de l'argent dans les recherches qui aboutissent à un certain nombre de brevets, qui aboutissent à un certain nombre de manipulations, mais globalement très peu de choses dans les champs.
Alors, peut-être on peut tourner vers Charlotte Krinke, voilà, responsable un peu pour les questions juridiques, veille juridique, peut-être pour mieux comprendre ce que ça signifie, ce travail-là. Alors, la veille juridique en tant que telle, c'est distinct de la rédaction d'articles, puisqu'en fait, tous les lundis matins, je dépouille un ensemble de sources pour savoir un peu ce qui s'est dit la semaine écoulée, ce qui s'est produit en termes de textes juridiques dans le domaine des OGM. Et pour ça, je consulte des sources nationales, européennes, puisqu'en fait la réglementation OGM pour nous, elle est issue de l'Union européenne. Et le niveau international avec des instances internationales comme la Convention sur la diversité biologique notamment. Disons que la réglementation européenne, la toute première qui a encadré les OGM, elle date des années 90. Puis ensuite est venue une directive au début des années 2000. Et en fait, cette directive, elle définit ce qu'est un OGM. Et elle prévoit aussi que certaines techniques qui donnent des OGM ne sont pas soumises aux obligations de ce texte, de cette directive. Sauf que cette directive, elle prévoit notamment une évaluation des risques avant mise sur le marché et culture. Et en fait, parmi les techniques qui donnent des OGM mais qui sont exemptées des obligations de la directive, il y a notamment la mutagénèse. Et en fait, cette technique-là, elle se trouve au centre de l'actualité juridique, économique, scientifique, si on peut dire. Et en fait, les entreprises prétendent que les nouvelles techniques, en fait, peuvent entrer dans le champ de cette exemption. Tout ça pour échapper à l'encadrement qui est prévu par la réglementation européenne. Donc, je fais ce travail-là de dépouillement de ces sources, et ce qui en sort, c'est un document qui peut être consulté sur le site InfoGM, et ça me sert aussi de base de travail, pas unique, mais qui permet aussi de voir un peu sur quel sujet il serait intéressant d'écrire un article. Voilà. J'aurais une question, mais j'ai l'impression peut-être ça fait pas partie de vos activités. Je veux dire, il y a des organisations, je pense à Génération Future, par exemple, qui est très impliquée dans des recours. Hein, ils portent plainte peut-être contre tel ou tel produit, ou etc. Est-ce que InfoGM a aussi ce rôle, ou est-ce que votre rôle est vraiment surtout veille et information? On fait de la veille de l'information. À ma connaissance, on n'a jamais introduit d'affaires, Christophe. Oui, je suis d'accord avec Charlotte. Hein, on n'a pas vraiment fait de procès en tant que tel. Hein. Des fois, on soutient des associations qui sont en procès. On leur fournit une information précise sur quelque chose de particulier dont ils ont besoin. Hein. On fait notre rôle de fournisseur d'informations, hein, à qui nous le demande. Hein, c'est notre rôle. Après, on a quand même été à 2 reprises porté plainte auprès de la CADA. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. Cette CADA, elle permet d'imposer à un gouvernement de rendre tous les échanges mail, par exemple, entre elle et une entreprise. La CADA peut imposer donc une certaine transparence sur les échanges entre les institutions, entre les autorités et un certain nombre de parties prenantes, de parties engagées dans le débat. Donc, c'est intéressant d'avoir accès à ces documents-là. Bon, souvent, ils sont quand même beaucoup caviardés, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont frappées du secret des affaires, et donc on n'a pas accès à un certain nombre de choses dans les documents, mais ça donne quand même des pistes de savoir avec qui parle la Commission européenne, avec qui parle le ministère de l'Agriculture en France, etc. Et on s'est rendu compte que souvent, quand même, ces autorités européennes et nationales privilégiaient les rencontres et les discussions avec les entreprises semencières plutôt qu'avec les syndicats paysans indépendants, avec la Via Campesina ou avec les partisans d'Espérance paysanne. Il y avait souvent un déséquilibre, en fait, dans les entretiens que menaient ces autorités-là dans le cadre de l'élaboration de réglementations. Peut-être on n'a pas mentionné, on va pas entrer dans les détails, mais vous avez quand même aussi des partenaires, il y a des réseaux, donc j'imagine qu'il y a peut-être d'autres organisations qui peuvent être plus dans des recours ou d'autres formes d'action et qui utilisent en fait votre information.
Oui, c'est exactement ce que je voulais préciser, c'est-à-dire la place d'InfoGM au sein de la société civile, c'est de produire une information qui va permettre à tout un chacun qui voudrait suivre ou commencer à suivre ou essayer de comprendre le sujet, de le faire. Et bien souvent, ça sert également à certains acteurs du dossier, quels qu'ils soient, de pouvoir finalement avoir accès à une information qui n'avait pas été vue avant, voire avoir accès aux documents originaux à la base d'une actualité et qui vont, eux, leur permettre des actions, que ce soit d'information de leur côté, mais aussi des actions en justice ou des actions de plaidoyer au niveau politique. Donc, on va dire qu'InfoGM est plutôt une structure qui, en se concentrant sur son travail d'information, de diffusion d'information, d'essayer de l'apporter là où elle est utile, pour le grand public, a ce paradoxe d'être un acteur qui reste plutôt dans l'ombre, qui peut être tapis derrière d'autres actions qui, elles, ont de la visibilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se co-construit avec les partenaires qu'on a. C'est l'aspect très journalistique de notre travail, à être souvent en contact avec les acteurs du dossier. Et puis avoir cette capacité finalement, avoir développé cette méthodologie qui permet de pouvoir fournir une information que personne d'autre ne réussirait à fournir. Je vois un des derniers exemples qu'on peut avoir. C'est dans le domaine, ça a été un gros travail il y a 2 ans maintenant, dans le domaine des micro-organismes. InfoGM avait été à la base capable, il y a plusieurs années, de sortir l'information qui expliquait pourquoi tous les micro-organismes génétiquement modifiés qui étaient utilisés dans l'industrie pour produire des additifs alimentaires, finalement, il n'y avait pas de traçabilité, il y avait pas, les acteurs n'avaient même pas la connaissance pour beaucoup de transformateurs qu'ils utilisaient des produits issus de micro-organismes génétiquement modifiés. Et finalement, le savoir-faire acquis par InfoGM au fil des années fait que InfoGM a été là, à ma connaissance aujourd'hui, la seule structure capable publiquement d'établir un protocole pour trouver l'information. Ne serait-ce que ça, c'est-à-dire être capable de dire tel additif ou tel additif peut être produit par un micro-organisme génétiquement modifié ou pas. Il y a d'autres domaines. Il n'y a pas longtemps, Christophe était à côté de Rouen pour faire une enquête, pour faire un interview, et ça a été l'occasion. Voilà, ça a mis InfoGM un peu plus sous les feux de l'actualité, mais ça restait une information. InfoGM a pu faire des analyses, détecter du colza transgénique qui n'avait rien à faire là, puisque complètement illégal à se trouver dans les champs issus d'importation. Voilà, parfois InfoGM prend la lumière. Très souvent, les informations qu'on produit restent utilisées ou utilisables par d'autres. Pour autant, comme on dit aujourd'hui, sans information, il est compliqué pour qui que ce soit de faire quelque chose. Oui. Juste une autre question, j'imagine, puisque c'est quand même l'Union européenne qui émet beaucoup de réglementations et des directives, etc., pour toute l'Union européenne, vous avez certainement, enfin, il doit y en avoir des collègues dans d'autres pays en Europe avec qui vous devez probablement travailler. Eh ben ouais, un des aspects du poste que j'occupe, c'est de faire ce qu'on a. Alors c'est très informel, la veille Europe, et effectivement, c'est de tant que possible participer aux réunions avec les acteurs européens, donc qui peuvent être aussi bien des acteurs européens en tant que tels, basés à Bruxelles, mais aussi des acteurs européens au sens géographique, parce qu'ils sont dans des pays de l'Union européenne. InfoGM notre rôle, il est double. Il est d'une part de discuter avec ces acteurs et d'essayer d'apporter une vision un peu différente des choses, différente parce que pour beaucoup de ces acteurs, bon, il y a encore pas longtemps, beaucoup de ces acteurs pouvaient en être restés au dossier OGM transgénique. Il y a encore quelques années. Aujourd'hui, beaucoup de ces acteurs voient le dossier OGM. InfoGM a la particularité d'analyser le dossier OGM dans un contexte plus large, qui est celui aussi des brevets sur le vivant, de la numérisation du vivant, de la numérisation de l'agriculture. Donc il y a une autre approche du dossier qui vient renforcer ou qui vient compléter leur réflexion. Et puis à une époque, bon, bah c'est idiot, mais très peu d'acteurs, ou en tout cas les acteurs français importants dans le dossier, parlaient pas forcément anglais, avaient du mal à suivre les réunions en anglais.
Et donc, InfoGM essayait d'apporter aux acteurs européens les informations et les explications sur ce qui se passait en France. Tout le monde était très clair que InfoGM n'est pas un acteur militant en termes de campagne ou autre, mais pour autant, on avait cette utilité, même encore aujourd'hui. Je voudrais peut-être tourner vers Denis, parce que pour le moment, Denis, tu n'as pas encore un peu précisé ton rôle, donc par rapport aux propriétés intellectuelles, etc. Peut-être tu pourrais nous dire quelques mots? Oui, effectivement, je travaille sur les questions donc de brevets essentiellement dans le domaine végétal ou animal, essentiellement dans le domaine végétal. Et je pense qu'à ce stade, il faut quand même préciser, c'était un petit peu en filigrane dans les propos précédents, mais il y a quand même le brevet, c'est quand même un outil essentiellement industriel. C'est-à-dire, c'est vraiment un levier qui est dans les mains de l'industrie, un peu de la recherche, mais historiquement, c'est vraiment un outil industriel dont les instituts de recherche se sont emparés à un moment donné, parce qu'ils ils créent des produits, ils proposent des méthodes qui concernent les OGM, et ces instituts de recherche concèdent des licences à l'industrie. Je dis tout ça pourquoi? C'est pour préciser que c'est des outils qui reviennent toujours à un moment donné au niveau de l'exploitation à l'industrie. Et ça permet, dans le domaine en tout cas végétal, les OGM, à un tout petit groupe. On en parlera, j'imagine, en détail dans une autre émission, mais je pense que c'est déjà un petit peu bien de planter le décor. C'est un tout petit groupe de grosses sociétés, donc c'est toujours les mêmes, Corteva, BASF et Bayer notamment, qui contrôlent ces droits et qui structurent d'une certaine façon le marché. Les brevets sur les végétaux, quand on parle de brevets sur les végétaux, on pense à l'alimentation, forcément. C'est pas des brevets sur des végétaux qui nourrissent le bétail qu'on va manger. C'est des brevets qui peuvent être dans certains pays, en tout cas, pas encore en Europe ou très peu, mais ça touche directement ou indirectement à l'alimentation dans le monde. Donc le lien en fait aujourd'hui entre cette question des brevets, donc détenus par l'industrie qui structure le marché de l'alimentation, il a jamais été à mon sens, aussi fort. Et quoi de plus transversal, finalement, que l'alimentation, on pourrait dire la santé peut-être, mais voilà, tout le monde mange. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose, en tout cas, parler de ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pour InfoGM aussi, je sais. Donc moi, je parle de ça, j'essaye de montrer que c'est liens, parce que je pense qu'un lectorat a besoin aussi de les connaître, de les comprendre, parce qu'ils sont touchés directement par ces questions-là. Dans les publications qu'on fait autour de la propriété industrielle, il y a beaucoup de batailles juridiques, par exemple, dans les brevets sur les nouvelles technologies, CRISPR, on en reparlera, qui sont ces ciseaux un peu magiques, mais pas complètement non plus, assez imprécis finalement. Voilà, il y a quand même des grosses sociétés qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir la plus grosse part de gâteau sur certaines technologies. On parle aussi ce que j'évoquais un peu aussi, l'impact que les gros portefeuilles de brevets peuvent avoir sur la filière semences, parce que les petits semenciers se retrouvent dans des situations juridiques complexes, parce qu'ils savent pas finalement s'ils sont potentiellement contrefacteurs d'un droit de brevet. Voilà, et puis on parle d'autres choses aussi concrètes sur qui touchent à des aspects réglementaires des OGM, et il y a des papiers qui ont montré, enfin on n'est pas le seul à le dire, qu'il y a des liens entre les questions, entre les aspects brevets et la question de la traçabilité des OGM. Voilà, et puis on écrira aussi des choses. Moi, je l'ai pas encore fait personnellement, mais on avance là-dessus sur les questions de biopiraterie. Je vais pas en dire plus pour le moment, mais je voulais faire ces précisions. Mais je peux répondre à d'autres questions, Nick, sur les aspects pays, si tu le souhaites. Propriété intellectuelle. Oui, non, je pense que effectivement, on va revenir sur chacun de ces aspects, ces thèmes qui sont hyper complexes et dont des émissions à venir.
Et au fond, je voudrais tourner vers Antoine parce que c'est pas rien d'avoir une association avec, je sais plus moi, vous êtes 7, 8, quelque chose comme ça, salariés. Ou enfin, c'est un budget. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se demander comment vous arrivez à faire tout ça, qui est-ce qui finance et qui soutiennent votre travail. Et je crois que c'est Antoine. Toi, tu es un peu, entre autres, enfin, un peu secrétariat, communication, mais aussi financement, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai pris ça en main avant que Charlotte Coquard soit recrutée pour se charger vraiment de ça. Mais je représente un peu, oui, ce qu'on appelle des fonctions support finalement. Et effectivement, InfoGM a la particularité d'être à la fois un média, mais un média associatif. Donc, ce côté associatif, cette forme juridique, disons, permet d'avoir accès à certains fonds, notamment des fonds de fondation, à noter la FPH et la Fondation de France qui sont nos... PH peut-être. Oui, et la Fondation pour le progrès de l'homme et de l'humanité, Charles-Léopold Meyer, et puis la Fondation de France. Ce sont nos deux grandes fondations qui nous soutiennent historiquement et qui nous apportent plus de la moitié de notre budget à L2. Et puis ensuite, on a plusieurs financeurs plus petits qui parfois nous financent sur des thématiques précises, que ce soit la veille semence ou la veille européenne ou plus particulièrement la veille juridique. Donc là-dedans, on retrouve des fondations Léa Nature, la fondation Ecotone, voilà, des marques bio, la boulangère bio, Equibio. Et puis en tant que média, on a aussi récemment eu des fonds par le Fonds pour une presse libre, notamment, qui cherche à soutenir l'émergence de médias indépendants. Car nous, c'est là-dedans qu'on s'inscrit, en fait, c'est dans la branche des médias indépendants, en fait, c'est-à-dire hors de tout actionnaire, finalement, puisque le journal n'appartient que ses administrateurs, finalement. Pour revenir à ce que disait Christophe en introduction, effectivement, étant une association, on vit essentiellement grâce à notre conseil d'administration et à tous les adhérents. On a environ 150 adhérents pour une dizaine d'administrateurs qui seront en partie renouvelés le 27 avril lors de notre assemblée générale. Donc, on invite toutes les personnes qui souhaitent adhérer et participer à la vie d'InfoGM à nous rejoindre. Hein. Et puis, préciser aussi que, effectivement, comme on le disait, Eric, je crois de l'a mentionné, InfoGM, finalement, produit de l'information qui n'est pas forcément visible, mais qui sert à beaucoup, alors, soit des organisations interprofessionnelles, organisations syndicales, organisations militantes, ou parfois juste à de simples citoyens ou à des agriculteurs. Et donc, en ça, c'est pour ça que je suis en charge aussi de la communication, c'est pour diffuser cette information-là auprès du coup, de médias parfois plus généralistes, ou parfois pour répondre à des questions de ces médias, ou bien de personnes qui nous contactent pour fouiller un sujet. Et dans ces cas-là, je les oriente vers le rédacteur en charge de la question. On a fait à peu près le tour, il me semble, mais je vous laisse peut-être quand même, il y a des aspects que vous souhaitez rajouter. Je ne peux pas vraiment poser une question à quelqu'un de particulier, mais est-ce qu'il y a des aspects importants qu'on n'a pas évoqués pour le moment? Oui, Eric? C'était juste pour préciser, parce que historiquement, le dossier OGM a toujours eu cette perception qu'il était en effet complexe du fait des aspects scientifiques, des aspects juridiques et autres. Mais finalement, et je crois que c'est un des points que nous, on essaye de développer au sein d'InfoGM et qui se retrouvera dans les émissions, c'est que si on regarde les choses bien à plat, il n'est pas si complexe que ça. Le dossier OGM,
oui, il y a différentes techniques, oui, il y a des cadres réglementaires qui se posent, mais si on reprend le dossier dans la chronologie, finalement, il est vraiment pas compliqué à comprendre, même sur les aspects scientifiques. Moi, je le vois quand on peut faire des conférences, en déroulant la chronologie des techniques, tout un cas chacun peut comprendre complètement comment ça s'organise. In fine, j'ai envie de dire, le dossier se résume à, et c'est ça qui est vertigineux en ce moment depuis quelques années, à la tentative par 4 multinationales d'avoir la main sur le vivant, la propriété du vivant, les accès à la biodiversité en toute liberté. La grande bagarre d'InfoGM, c'est ce que Christophe expliquait au début, c'est quelque part de lutter et d'essayer de reclarifier des concepts qui ont été rendus volontairement flous, volontairement complexes par les entreprises pour restreindre le débat à quelques acteurs qui est le monde politique et les représentants de multinationales et tenir les citoyens aussi loin que possible du débat, soit géographiquement en faisant que le débat ait lieu dans des instances internationales européennes, soit moralement, j'allais dire, en ayant l'impression que bon, le débat est tellement complexe que je vais pas essayer de le suivre. Il y a des sujets plus simples. En fait, le sujet est assez simple. Donc, il faut pas, voilà, c'est juste pour pas aborder ce thème un peu à reculons, quoi. Donc, c'est important de suivre les émissions là qu'on va faire avec Radio Sanzine, parce qu'on va vous expliquer vraiment où on en est petit à petit de ce processus de déréglementation. Alors, il n'est pas acquis. Il y a un certain nombre d'États membres qui, au départ, étaient favorables à la déréglementation, qui maintenant semblent revenir en arrière, notamment l'Allemagne, qui est quand même un pays qui est important dans le cadre de l'Union européenne. Il y a un certain nombre de distributeurs aussi qui se mobilisent, il y a un certain nombre de producteurs. Bon, le débat n'est pas clos, mais il est en tout cas très vif. Et on pourrait vraiment se retrouver dans une opacité totale si cette déréglementation passait. Voilà, ça c'est quelque chose d'important pour le combat de cette année. C'est le point, on va dire, le plus prégnant de l'année 2023. Eric, tu veux rajouter quelque chose ? C'est pour aller dans le sens de ce que Christophe et Charlotte disaient, mais en fait, c'est ça qui est rigolo dans l'exercice, et qu'à écouter tout le monde, finalement, je me rends compte qu'on développe pas forcément la même vision ou les mêmes explications sur les évolutions. Il faut garder en tête, moi, c'est la manière dont je vois le dossier, c'est-à-dire que dans les années 90, la législation qui se met en place est principalement en Europe le fait de la recherche et des semenciers européens qui voyaient les entreprises nord-américaines arriver, qui allaient sur le point de sortir des laboratoires des OGM, notamment transgéniques, qui allaient venir grignoter leur part de marché au niveau européen. Donc ils ont demandé à mettre en place une législation qui, à minima, les protégeait en instaurant des systèmes. Mais depuis, tous les grands virages qui ont été pris au niveau réglementaire, notamment en 2001, ça a été principalement le fait de la société civile et des mobilisations de citoyens qui ont eu lieu à partir du milieu des années 90. Et aujourd'hui, le grand débat qui agite l'Union européenne est à nouveau le fait, depuis 2008, notamment d'organisations de la société civile qui ont mis le doigt sur des OGM qu'on appelait à l'époque cachés, parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises, avec la Commission européenne, ne soumettaient pas à l'étiquetage et à l'évaluation des risques nombre d'OGM qui devaient être soumis. Allant de défaite en défaite, la Commission européenne aujourd'hui propose, ou devrait proposer carrément de se débarrasser de la réglementation européenne. Donc il y a un vrai historique de mobilisation des citoyens, des citoyennes sur le dossier OGM qui est à la base des grandes avancées, des grandes évolutions pour être plus neutre que ce dossier a connu au niveau politique, quoi. Mais très bien, je crois qu'on peut vraiment vous remercier toutes et tous. Et c'est vraiment des sujets qu'on va essayer de développer, d'essayer de mieux comprendre pendant les mois à venir. C'était la première émission dans la série « Raconte-moi autrement les OGM », une série d'émissions mensuelles réalisées par Radio Sanzine en partenariat avec InfoGM. Les musiques qui accompagnent cette émission sont toutes de Chapelier Fou. Pour savoir plus sur les activités
d'InfoGM, vous pouvez consulter leur site qui est tout simplement www.infogm.org, donc infogm.org. Vous trouverez également sur ce site un lien qui permet d'écouter cette émission. Il est également possible d'écouter ou télécharger cette émission sur le site de Radio Zinzine qui est www.radiozinzine.org.